Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai reçu Montaigne, avec qui on a parlé de pourquoi elle est devenue entrepreneuse, de son choix de partir vivre au Salvador après seulement 3 jours sur place. Et entre tout ça, on a aussi discuté de mindset, de reprise du salariat, de liberté, de connaissance de soi. Et je partage même l'une de mes premières grosses crises de sens dans ma vie. Je te souhaite une très belle écoute et surtout de passer un aussi bon moment que nous quand on a enregistré cet épisode. Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Libre à toi. Et aujourd'hui, je reçois, on peut le dire, une copine business depuis maintenant presque plusieurs années aussi, on peut le dire, Montaigne Audebourg. Et en fait, je suis trop contente de te recevoir, Montaigne. Bienvenue sur Libre à toi. Merci beaucoup, Flo. Je suis très contente d'être ici pour parler. On s'est un petit peu dit, ok, on sait qu'on va beaucoup parler, donc préparez-vous à un épisode qui va durer, je pense. Je t'invite à te présenter comme tu le souhaites aux personnes qui te découvrent. Merci, Flo. Alors, comme tu l'as bien dit, je m'appelle Montaigne, mon prénom. J'ai 25 ans, très bientôt 26, dans pile un mois. Et c'est toujours une partie un peu compliquée, genre me trouver un intitulé ou me définir. Mais je suis entrepreneuse depuis plus de 3 ans maintenant et à mon compte. Donc j'ai une activité de coaching en ligne, donc je fais principalement du coaching maintenant. Mais j'ai été naturopathe pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Donc j'étais voilà, principalement accompagnante autour du bien-être et surtout spécialisée en nutrition, qui a été vraiment ma passion pendant un moment. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était le coaching accompagné autour du développement personnel. Donc, je me suis mis à fond là-dedans. Et niveau plus vie perso, mais c'est en lien avec le pro et c'est mon activité en ligne qui m'a permis ça, je me suis récemment expatriée, donc au début de cette année 2023, en Amérique latine. Donc, je parle maintenant couramment espagnol, tout ça, tout ça. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais à la suite d'un voyage en Amérique latine, j'ai eu un gros coup de cœur pour un pays, après pour un mec, et du coup, voilà, je suis installée depuis bientôt 8 mois au Salvador, un pays d'Amérique centrale. Donc je vis ma vie de kiff en maillot toute l'année, j'ai mon activité qui roule, plein de projets, et voilà, et je suis heureuse. C'est trop bien, c'est génial de commencer comme ça un podcast, de dire je suis heureuse, je trouve ça trop cool. Et c'est pour ça aussi que je voulais trop t'inviter sur le podcast, puisque en fait, tous les sujets que j'aborde en fait sur le podcast et pourquoi j'ai créé le podcast, on est sûr et certain que tu étais l'invité idéal en fait pour venir parler de tous ces sujets. C'est ce qu'on se disait en préparant l'épisode. Donc c'est trop cool. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu ton parcours entrepreneurial? Ah non, j'ai la question à te poser en fait. Si tu devais décrire ces 3 dernières années dans ton parcours entrepreneurial en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Waouh! Comment résumer 3 années? Ok, j'adore la question. Je pense que direct, le mot qui me vient, c'est détermination. Mais vraiment. J'imagine que je pourrais expliquer un peu après mes mots, mais détermination, euh, introspection à balle et liberté. Trop bien. Vas-y, je t'en prie, explique-nous tes 3 mots. Ouais, alors tous, je les ai pas, genre la liberté, je l'ai pas vécu dès le début, hein. Très clairement, on va dire que c'est la finalité maintenant, après ces 3 années.
Mais détermination parce que effectivement on a pas mal échangé sur l'entrepreneuriat. On disait un peu avant toutes les deux, ben c'est pas facile en fait. C'est pas facile. Moi j'avais vraiment l'image de je lance mon activité et dans 3 mois, enfin voilà, je sais que je vais avoir des clients tous les mois, j'aurai lâché mon job salarié et tout. Je m'étais vraiment fixé ça en mode 3 mois, sans me mettre trop d'objectifs, mais vraiment ça va aller. Genre jamais j'aurais imaginé vivre des mois de galère. J'ai vécu une arnaque où j'ai perdu beaucoup d'argent dans le coaching business. J'ai vécu pas l'enfer, mais c'était dur quoi. Et vraiment, ce qui m'a toujours drivé, c'était la détermination et de savoir que où je voulais aller. Donc mon pourquoi, c'est vraiment la liberté. Et dans tout ce parcours-là, il y a eu à fond l'introspection, la connaissance de soi, et je pense qu'il n'y a pas meilleur outil que l'entrepreneuriat pour apprendre à se connaître, parce que tu es seule face à toi-même, tu es effectivement ta propre patronne, et tu es en permanence en introspection quotidiennement, en fait, tous les jours, tu te poses des questions sur ton activité, sur toi, sur ta casquette ou tes différentes casquettes, sur ta posture, sur tout. Et moi, j'ai plus appris là ces 3 dernières années sur moi que toutes les autres années avant, c'est certain. Ouais, tu as raison, puisqu'en fait, tu es confronté à toi tout le temps et toutes les décisions que tu vas prendre ont un impact direct sur ton quotidien, tout le Oui, temps. Et donc, en oui, fait, tu es obligé d'être avec toi, d'apprendre à te connaître, d'introspecter, comme tu dis. En fait, tu n'as pas le mm, choix. mm. Donc, détermination, introspection. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce mot introspection? Hum, Ouais, bah là, ça m'amène directement sur une thématique de l'entrepreneuriat qui m'énerve. C'est le fait de se ranger dans une case, c'est le fait de suivre telle stratégie, telle façon de fonctionner. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus perdu, c'est que on m'a un peu forcé à faire mon introspection entre guillemets. Donc j'ai fait des mauvais choix en termes de coaching et du coup, en lien avec ça, ça a été de pas m'écouter. Donc oui, j'ai fait de l'introspection entre guillemets. Je sais pas si ça parle d'introspection forcée, mais quand voilà, tu vas écouter à fond un coach qui te dit, bah toi, je te vois beaucoup plus dans tel secteur, je te vois beaucoup plus faire telle spécialité, etc. Et que tu vas à fond. En fait, tu te déconnectes complètement de toi. Et ça a été dur en fait de me défaire de ce qu'on m'avait un peu imposé en coaching, ce qu'on m'avait un peu dit, tout ça, ce qui fonctionnait, tout ça, et voir sur Instagram, ah ben c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne et tout. Donc au final, c'est l'introspection que moi j'ai fait avec moi-même qui m'a sauvé entre guillemets, de me poser, de me dire non mais en fait moi je veux faire ça, je vais m'écouter et je vais aller là-dedans. Donc ouais, voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'introspection. Et il y a plein d'outils qui m'ont aidé après évidemment. Les outils de connaissance de soi. Moi, je suis formée en numérologie. C'est l'outil de connaissance de soi que j'affectionne particulièrement. Et ça a été vraiment le premier outil où je me suis mis à fond dedans en mode, OK, on va voir un petit peu, au-delà de l'introspection que je fais de moi-même, que dit cet outil-là de moi. J'explique vite fait ce qu'est la numérologie, peut-être pour les personnes Carrément. qui connaissent pas du tout. C'est tout simplement un outil de développement personnel qui est basé sur la date de naissance. Donc du coup, par rapport à la date de naissance, mais aussi au prénom, ou aux plusieurs prénoms si on en a plusieurs, et au nom de famille, parce que chaque lettre, du coup, a une vibration, a une correspondance avec un nombre. Donc, par exemple, A vaut 1, B vaut 2, C vaut 3, etc. Avec tout ça, on fait des petits calculs et on trouve notamment son chemin de vie, sa mission, et on peut aller très loin avec la numérologie, connaître sa façon de communiquer, même sa relation à l'argent, sa relation aux autres, etc. Et moi, c'est un outil qui m'a beaucoup servi pour me remettre sur le bon chemin, on va dire, et m'écouter à fond, me reconnecter à moi. Donc ouais, 3 années d'introspection et c'est pas fini, hein. Je pense que je ferai de l'introspection toute ma vie. Qu'en penses-tu? Je pense que oui, je pense que de toute façon, en fait, c'est quelque chose qu'on fait toute notre vie. Et même quand on s'en rend même pas compte. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es conscient de ça. Tu deviens très conscient de cette introspection, de ce travail sur toi. Mais en fait, je pense que on le fait même inconsciemment. Même j'ai des amis qui sont dans le salariat, ils n'ont jamais eu de projet entrepreneurial, ils ne se sont jamais réellement penchés sur le développement personnel non plus. Et pourtant,
ben, ils introspectent, ils se posent des questions, ils s'interrogent, ils changent leur façon de faire parce qu'ils apprennent, parce que l'humain est fait comme ça, on est fait pour évoluer, c'est comme ça qu'on est fait, c'est comme ça qu'on s'épanouit aussi. On n'est pas fait pour stagner, rester au même endroit, ne pas se transformer, ne pas changer, parce que sinon, je pense que, en fait, personne ne grandirait. On resterait tous comme on est quand on est arrivé au monde, quoi. Ça Bah, bougerait jamais. je suis moyennement d'accord, tu vois, parce que je vois pas mal moi de potes, d'amis dans le salariat. Alors oui, il y a la team, comme tu dis, qui va se poser des questions, qui va quand même évoluer, etc. Et en plus, petit parallèle en numérologie, en année 2023, là, 2023, si on réduit, donc 2, 2 et 3, ça fait 7. Et le 7, c'est l'introspection, le développement personnel, vraiment la connaissance de soi. Donc on a été là en 2023, c'est pas fini, on est dans une année où il y a énormément de personnes qui se posent de plus en plus de questions. Ça a été globalement, moi je l'ai beaucoup observé, des personnes qui entamaient des reconversions professionnelles, qui se posaient énormément de questions. Donc oui, il y a eu la partie Covid qui a commencé à mettre de la réflexion dans la tête de pas mal de personnes. Mais là, cette année, elle est venue accélérer tout ça. Donc il y a cette partie-là où oui, je vois de plus en plus de gens s'introspecter, entrepreneuriat ou pas, mais je vois quand même encore plein de gens, genre vraiment ne pas se connaître et ne pas chercher à se connaître et même pas forcément être dans ce processus d'évolution parce que ils se sont eux-mêmes enfermés, la société les a enfermés dans leur job, leur routine, etc. Et moi, c'est vraiment, et c'est pas une critique parce que j'étais la même, mais moi, c'est vraiment l'entrepreneuriat et après d'avoir voyagé qui m'a fait m'ouvrir à, ah d'accord, la vie, en fait, c'est pas juste, c'est pas juste que je vivais en France, ma routine, etc. Donc, de toute façon, on fait pas de généralité, mais je suis pas OK avec le fait de dire que tout le monde évolue, etc. Je vois beaucoup de personnes Quand je disais tout le monde évolue, stagner. c'est je disais l'humain évolue. Cependant, je suis Mm. d'accord avec toi, des gens qui n'évoluent pas. Et je parlais plutôt de cette introspection inconsciente. Le fait qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut Mhm. changer ou qu'on est en train de changer. Parce qu'en fait, Mm. quelqu'un qui, nous, face à nous, on a l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il reste dans sa façon de faire, 10 ans avant, évidemment, c'était pas exactement la même personne. En fait, je te parle plutôt sur du long terme. Des Mhm. personnes qui vivent une vie salariat, euh, si tu prends exactement la même personne 5 ans à 5 ans, dans sa tête, tu as l'impression de ne pas avoir bougé, que rien n'a changé. Et toi aussi, vu que tu la côtoies régulièrement ou peu régulièrement, tu dis rien n'a changé, rien n'a changé. Mais en vrai, si tu fais le jeu de cette différence, il y aura eu un changement, une évolution causée par euh, du changement en fait naturel et des changements liés à des événements extérieurs. Des choses Mhm. graves qui ont pu arriver. En 5 ans, il se passe beaucoup d'événements extérieurs, tu vois. Tu peux perdre des personnes dans ton entourage, tu peux changer de lieu de vie sans forcément l'avoir déclenché parce que tu as introspecté. Ça s'est fait par la force des choses. C'était de ça dont je voulais parler. Mais par contre, quand Ok. tu rentres dans la vie entrepreneuriale et dans la création de projets et que tu portes quelque chose sur tes épaules et que tu as envie de changer, que tu as envie d'évoluer, tu es très très conscient de tout ça et donc tu analyses absolument tout. Et du coup, Mhm. ça fait un peu comme un énorme zoom sur tout ça, je trouve. Parce que quand moi je regarde avant de rentrer dans l'introspection des développement personnel, on va dire un peu à outrance, ce que l'entrepreneuriat nous invite à faire, en fait, au final, en fait, il y a eu plein de moments où j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué. Bon, après, j'ai suivi une thérapie très jeune, moi, donc je sais que ça joue beaucoup. Tu vois, c'est sûr que si tu as quelqu'un qui a jamais suivi de thérapie, ça peut pas aider à bouger, à changer, quoi. Mais en vrai, je me dis, même en découpant ma vie avant, en réfléchissant, alors que je suis jeune, hein, bon, on a quasiment, on n'est pas très loin dans l'âge, Mhm. quoi. Mais, euh, mais je me dis, oui, en fait, il y a eu des moments où j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué, sans même avoir conscience qu'en fait, c'était lié à soit des éléments extérieurs, soit finalement une réflexion que je m'étais faite sans m'en rendre compte, quoi. Donc c'est ça, c'était ça dont je voulais parler. C'était, on peut juste dire, l'entrepreneuriat, ça vient faire un énorme zoom et tout remettre un peu en rouge de tous ces changements internes qui se passent en nous. Mhm. Voilà. Ouais, ouais, carrément. Et même, moi, ça a été l'avant-entrepreneuriat parce que je pense que chaque entrepreneur a quand même cette phase avant de, ben, pourquoi est-ce que je veux me mettre à mon compte, pourquoi je me lance et tout. Et moi, ça a été ça, j'ai stoppé l'entrepreneuriat, le salariat, pardon, fin 2019. Et je me suis dit, là, ça m'épanouit plus du tout ce que je faisais. Je travaillais avec les enfants, j'ai été animatrice pendant 5 ans. Je venais de passer un diplôme d'État pendant un an.
pour être directrice de centre de loisirs, colo, etc. Et je crois que 2 semaines après avoir le diplôme, j'ai arrêté l'animation. Parce que ça m'épanouissait plus du tout et j'avais pas cette liberté, justement. Moi, c'est vraiment une thématique, je suis contente que ce soit un fil conducteur dans tes épisodes de podcast parce que moi, ça me parle énormément, ce qui, encore une fois, drive quasiment toutes mes journées. Et je me suis dit, OK, t'arrêtes ce que tu fais et tu vas juste te mettre au chômage et réfléchir à qui tu es en dehors de cette casquette d'animatrice, ce job que t'as toujours eu parce qu'après les études, c'est ce que j'avais fait. Et du coup, ouais, il y a eu cette grosse phase d'introspection avant entrepreneuriat. Par contre, durant là, les 3 années d'entrepreneuriat, c'est venu évidemment, comme on disait, tout accélérer, tout accentuer, tout, waouh, à se poser des questions que je m'étais jamais posées dans la vie. Mais il y a eu quand même cette phase avant et que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont de, mais pourquoi en fait je veux me mettre à mon compte, mais pourquoi je suis faite, c'est quoi les domaines qui m'épanouissent, c'est quoi mes points forts, etc. Mais c'est, ouais, j'aime beaucoup ce processus et je le vois aussi. J'accompagne pas mal de personnes justement en reconversion professionnelle avec la numérologie, des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est trop bien de les voir se reconnecter à leurs capacités, à leur confort, à ouais cette prise de conscience en fait. Mais waouh, en fait dans mon job j'étais ça, mais en fait je suis beaucoup plus et je suis capable de beaucoup plus et je peux m'épanouir de différentes manières. Donc ouais, passion, introspection. Bah, tu vois, ça résonne par rapport à quelque chose que j'ai toujours vécu un peu. C'était que enfin, depuis enfant, je voulais faire de telle restauration. J'ai jamais eu, comment dire, tu sais, il y a des enfants, il y a des enfants, même des adolescents, il y a plusieurs teams. Tu as ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, ont très peu enfin, c'est une vision, c'est fixe. Parfois, c'est même des personnes qui sont soit, qui sont des artistes, et du coup, en fait, qui se voient que devenir musicien, ou que devenir acteur, ou que devenir joueur de foot, ou j'en sais rien, tu vois, ou des sportifs, par exemple. Et moi, en fait, depuis aussi longtemps que je me souviens, je voulais travailler dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Donc, tout enfant, tout vraiment bébé, je voulais devenir chef cuisinière. J'avais envie de faire mon métier de la cuisine. Après, ça m'est passé. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait et que je sentais déjà que la pression en cuisine, ça n'allait pas me correspondre. Avant même de rentrer dans l'école hôtelière, hein, je l'avais compris. Je me rendais compte que je n'étais pas assez passionnée par ça, par l'art de culinaire pour pouvoir en fait tenir ce type d'études et ce métier-là. Et puis après, c'est vraiment le luxe, tout ça qui m'a passionnée. Le côté luxe vraiment dans l'hôtellerie-restauration, hein, pas du tout les fringues, la mode, tout ça. Non, mais, je m'en fiche totalement. Mais vraiment le côté qualité de service, tout ça. Et en fait, vraiment, ça m'a tenue, mais jusqu'à ce que je rentre au lycée, donc dans un lycée hôtelier. Et puis après, bah en fait, je suis arrivée au lycée hôtelier et en première, j'ai eu ma première vraie remise en question sur est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et à ce moment-là, j'ai passé une crise existentielle. J'avais 16 ans, quoi, 16 17 ans. Ouais. Parce que en fait, ça faisait 16 17 ans que j'étais persuadée que j'avais toujours vu que ça. Alors bien sûr, j'étais passée par plusieurs phases. Je voulais être gouvernante, je voulais être majordome, je voulais faire ci, je voulais être concierge, je voulais différentes choses. Je voulais finalement travailler en réception, finalement travailler, faire telle chose, ou peut-être travailler dans des hôtels particuliers. Bref, mais je gravitais toujours autour de ça, toujours. Je sortais pas trop de ce domaine-là, quoi. Et en fait, je suis rentrée d'un stage qui nous avait clairement dégoûtés. Et ça m'avait mis un gros coup au moral. Et, euh, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et ça m'a déprimée pendant des mois. Parce que d'un coup, il fallait que je sorte de ce que j'aurais dû vous faire. Et c'est resté, et ça m'est resté jusqu'à ma terminale, jusqu'au début de ma terminale. Et je me rappellerai. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça, hein. Il y a du lien avec ce qu'on raconte, hein. Mais ça, en plus, c'est des trucs que je voulais aborder dans le podcast, donc voilà, c'est le bon moment, ça arrive maintenant. C'est bon. Il y a l'un de nos profs qu'on n'aimait pas du tout, qu'on n'aimait vraiment pas du tout. Dédicace à lui, on peut balancer son nom. Je rigole. Il y avait nos deux profs deux profs de matière principale, donc je citerai pas principalement, voilà, on sait jamais, mais qui étaient là avec nous. Et en fait, ils commencent à parler début d'année terminale et ils commencent un peu à nous mettre la pression pour l'année terminale, à nous mettre la pression pour les examens. Enfin bref, un peu ce coup de pression en mode mettez-vous à bosser maintenant, sinon vous allez être dans la merde, quoi.
Et en fait, Mhm. à un moment donné, je ne sais pas ce qui lui prend à celui que personne n'aimait, il commence à se dire, OK, pour bien rajouter un truc à cette pression. Et moi, ça m'angoissait parce que je me disais, en fait, ça se trouve, je vais en chier. Pourquoi? Après, je sais pas, j'en sais rien, quoi. Je sais pas si je veux vraiment faire ça. Et c'était une angoisse pour moi parce que j'avais toujours voulu faire que ça. Donc, on me retirait ça. J'étais plus personne. Et c'est là où je voulais en venir. Et donc, il vient l'idée de faire une personne après l'autre, demander qu'est-ce qu'on fait après le bac. Lui, dans sa tête, c'était le moyen de nous motiver, de dire, bah voilà, tu veux faire ça, donc il y a intérêt que tu bosses pour que tu puisses y arriver. Les uns après les autres, moi, ça arrivait sur moi, l'angoisse totale, la pression, rien n'allait. J'avais passé l'été, j'avais bossé pendant l'été, j'étais partie en vacances, j'avais bossé en réception, en extra et tout pendant l'été. J'avais aimé, mais ça ne m'avait pas transcendé, tu vois. J'avais trouvé ça cool à faire, mais je me disais pas, je veux passer les 30 prochaines années de ma vie à faire ça, quoi. Je le savais. Et, euh, et ça m'a angoissée. Et là, en fait, je le regarde et je savais plus quoi dire. J'ai pas réussi à parler. Et après, je lui dis, j'en sais rien. Je sais pas. Et là, il me réagit super mal à la place d'être hyper pédagogue et me dire, voilà, comme un prof qu'on aimerait tout savoir et me dire, oui, bon, bah, ok, on peut en discuter après, il n'y a pas de souci, on verra quelles sont tes possibilités, etc. Bref, non. Il se tape une barre ou il rigole, je sais plus exactement, c'est vachement flou dans mon souvenir. Il réagit très mal. Et puis bah après, je lève la main, genre quelques secondes après, l'autre prof que j'appréciais beaucoup plus et qui était un petit peu plus sympa, il me dit oui. Et je me demande, je peux sortir? Il me regarde et fait, oui, tu peux sortir. Parce qu'il avait compris que ce que je venais de dire, c'était juste affreux, quoi. Genre, je l'avais trop. Waouh. Putain, j'en ai des frissons, c'est horrible la pression. J'avais toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Donc là, en fait, d'être face à ça, c'était juste l'angoisse, en fait, pour moi. Et, euh, et du coup, bah, je La sors, pression. je descends les escaliers du bâtiment, je vais en bas, je fonds en larmes. Et là, j'entends quelqu'un qui me poursuit, ma meilleure amie du lycée, quoi, qui derrière moi, elle a dit, ah là là, j'ai une amie en or qui a demandé à sortir juste après pour aller me retrouver. Et là, Ouais. comme si c'était hier, je me revois encore assise sur un radiateur et mon amie en face qui me coach. Bon, je n'utilisais pas ce terme à l'époque, mais c'était clairement ça. Commence à me coacher avec toute sa bienveillance et tout l'amour qu'elle pouvait me donner, et qui me dit, mais Flo, si tu fais pas ça, tu pourras faire d'autres choses, et t'es incroyable, t'es génial. Je sais plus exactement ce qu'elle me dit, mais en gros, elle me sauce. Elle me dit, t'es capable de faire tellement de choses, donc c'est pas grave si tu n'es pas Ah. là-dedans, tu vois. Mais moi, c'était tellement dur pour moi de devoir me dire, ok, ça se trouve, j'ai investi tout ça, et j'ai passé tellement de temps à m'imaginer que là-dedans, et je ne ferais pas ça, que c'était un échec, mais énorme pour moi. Et le pire, c'est l'inconnu de se dire, mais qui je suis si je ne suis pas ça? Qui je suis si je ne suis pas la nana qui réussit dans ce domaine? Et après ça, Mhm. ça m'a poursuivi parce que j'ai pas réussi à continuer mes études. J'ai fait mon année, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac sans problème, enfin sans problème. J'ai bossé, mais j'ai eu mon bac et j'ai réussi et j'ai fait mon année et j'ai pris du plaisir dans la majorité des choses que je faisais quand même. Mais j'avais ce truc-là qui me persécutait dans cette idée de qui je suis si je ne suis pas ça. Et en fait, ça résonne à ce que tu disais, c'était qui on est quand on retire notre métier, quand on retire notre formation, et la question que tu t'es posée quand tu as arrêté l'animation. Qui je suis si je ne fais plus de l'animation? Mhm. Et en fait, là dernièrement, quand j'ai eu toutes ces remises en question sur mon business et sur qui j'étais, si je n'étais pas coach en organisation, je me suis dit, ah bah qu'est-ce qui se passe? Tu as revécu exactement le même schéma. Tu t'as refait la même chose. Comme tu disais au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ouais, vas-y, en 3 mois, je vais vivre mon activité, ça va être ouf, non, non. J'ai vécu le même truc. Je me suis mis dans un truc, dit, ouais, maintenant je suis coach en organisation, je vais faire ça et ça va être comme ça. Et voilà. Et j'ai dit à tout le monde que je faisais ça et que je voulais réussir là-dedans. Et puis au moment où tu dis, bah peut-être qu'en fait, je vais peut-être faire autre chose, et ben d'un coup, tu dis, ah ouais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe et qui je suis si je ne suis pas ça? Qui je suis si je ne parle plus d'organisation sur mon podcast? Est-ce qu'on va continuer à m'écouter? Enfin, tu vois? Et là, je me dis, bah, en fait, t'as refait la même chose. Mhm. Tu t'es redit le même truc. Et donc, le message que je pourrais faire passer là, c'est des personnes jeunes qui nous écoutent, c'est donnez-vous l'autorisation d'être plusieurs personnes, d'être plusieurs ambitions, d'avoir plusieurs rêves. Et on n'est pas obligé de mettre tous nos œufs dans le même panier, en fait. Et c'est ça qui Mhm. est trop important et qu'on nous apprend pas du tout. On nous force à nous dire choisis ta voie et il faut. Et moi, par contre, j'avoue, je pense que je jugeais et je comprenais pas quand j'avais 14 15 ans, les gens que je rencontrais qui me disaient je sais pas ce que je veux faire plus tard. Je Ouais. jugeais.
Parce que moi, tu vois, c'était impossible, inconcevable pour moi de ne pas savoir ce que je voulais faire plus tard. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, je me dis, ah, mais ils avaient peut-être raison, en fait. Ah, mais c'est eux les Grave plus dans le épanouis vrai. maintenant, qui ont pris leur temps de réfléchir. Ah, mais alors, il me vient une montagne. Ah, je suis désolée, j'ai sorti tellement de trucs là, et ça y est, c'est sorti, c'est dit. Non, mais bah, franchement, j'en ai eu des frissons parce que je me suis mis à ta place en mode la pression monumentale. Et par contre, ouais, il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir que t'as dit et que je voulais partager, c'est sur comment t'es entouré aussi. Tu vois, t'as parlé très justement de cette meilleure amie qui est venue à ton secours te coacher sur ce moment-là. C'est sûr que le moment, tu l'aurais vécu différemment si t'avais pas eu cette amie-là. Je sais que là, dans ton quotidien d'entrepreneuse, t'as aussi ta sœur qui est un vrai pilier. Je trouve que la notion d'entourage elle est très importante parce qu'on peut très vite se retrouver seul face à toutes nos réflexions et pour peu d'être un petit peu négatif, un peu dépressif et tout, mais on s'enferme dans une spirale infernale. Et du coup, ça m'a fait me mettre en lumière, ça m'a fait réfléchir à mon parcours aussi. Merci Flo. Et, euh, et en fait, moi, ma première crise existentielle, elle n'a pas été après l'animation, elle a été même avant. Mais j'ai toujours eu de la bienveillance autour de moi. Ton histoire m'a fait me rendre compte de ça, que j'ai toujours été assez bien entourée. Et du coup, cette première crise existentielle, bah moi, pour le coup, je savais ce que je voulais faire, mais rien à voir. Alors, petite, je voulais être chocolatière. J'ai toujours eu une passion pour le chocolat et même l'art autour du chocolat de manière générale. Je regardais que des films autour de ça et tout, vraiment passionnée. Et une fois, alors paix à son âme, elle est décédée depuis, mais c'est la maman de ma meilleure amie qui un jour m'avait regardée et m'avait dit, Montaine, ça c'est pas un métier, c'est une passion. Et elle m'a dit ça, mais il y a 15 ans, quoi. Et je vous le ressors. Moi, pour le coup, le souvenir est pas flou. Je me souviens de tout. Non, vraiment, je me souviens dans les détails. Et en fait, c'était ouf maintenant avec le recul de me dire, ah ouais, en fait, on peut pas vivre de sa passion. Il y a le travail et à côté, on a des passions. Donc ça, c'était pas la J'avais partie la même bienveillante. réflexion que toi quand j'étais jeune. C'est un truc de fou. Et Bah, en moi, même temps, je on me l'a voulais, inculqué. ouais, et en même temps, je voulais absolument trouver un métier qui me passionnait. J'avais l'impression que tous les gens autour de moi, mes parents, etc., tout le monde ne vivait pas de sa passion. Et moi, je me disais, j'ai un but dans la vie, c'est de me lever le matin en kiffant. Et c'est ce que et c'est ce que je pourchasse encore aujourd'hui, tu vois. Je voulais justement aller à contre-courant de ce truc-là. C'est limite, et encore aujourd'hui, je pense que c'est une mission que j'ai, tu vois. Mm, clairement. Et, et ouais, et du coup, sur le coup, elle a stoppé tout. C'était comme une deuxième maman pour moi, donc j'écoutais vraiment ce qu'elle me disait. Et elle a, enfin, vraiment, elle a mis un stop, mais direct, j'ai même plus cherché à aller dans cette voie, hein. J'étais encore très, très jeune. Bref, et donc, sinon, j'ai toujours été très, très, très littéraire. C'est ouf de me dire maintenant que je suis numérologue et que je travaille avec les chiffres. Donc, big up à mes profs de maths qui m'ont traumatisée. Ah, regardez, je m'en suis sortie. Allez, tu veux une anecdote de prof vu qu'on était lancé là-dessus. Donc j'ai toujours été très littéraire, bac L, etc. Et je crois que c'est en première où j'ai pu arrêter les maths. Effectivement, on avait le choix d'arrêter les maths. Sauf qu'en seconde, donc j'étais obligée de continuer. J'étais pas mauvaise du tout, mais vraiment grosse appétence sur les domaines beaucoup plus littéraires. Et ben j'ai un prof du coup, donc effectivement je m'en sortais pas hein, dès qu'on est rentré en seconde sur voilà les thématiques, les phrases. Enfin, je sais même plus. C'était très compliqué pour moi, mais je persévérais. Moi aussi, j'ai toujours été une très très bonne élève. Et devant tout le monde un jour, donc j'étais quand même pas très très forte devant tout le monde un jour pendant un contrôle, il a dit là le contrôle il est super simple, même Montaigne peut y arriver. Devant 30, 35 personnes, seconde, donc adolescence, t'es en train de te construire. Waouh. Bam! Allez, tiens, dans ta gueule. Donc lui, il m'a juste enfin, être encore plus dégoûté. Là où moi, j'essayais un peu d'être déter, j'ai toujours eu ce côté persévérante et tout. Là, il m'a fait, ah d'accord. Donc j'ai même pas rempli le contrôle et j'ai demandé à arrêter complètement cette matière-là. J'ai pu arrêter l'année suivante. Bref, donc big up à ses profs, mais pourquoi? Pourquoi regardez, on est là, on en parle des années après. Pourquoi vous faites ça? Mais Trop traumatisée. triste. Non mais arrête, et je trouve ça ouf de
pouvoir tenir ce genre de propos, en fait. C'est parce que c'est de l'humiliation, hein, c'est pas juste un peu de la rigolade ou quoi. Là, c'est clairement de l'humiliation devant tout le monde et du rabaissement. C'est grave. Bref. Mais c'est vrai, parce que ce que tu me racontes, je suis sûre et certaine que c'est déjà arrivé dans ma classe plus d'une fois, ce genre, la Ah même mais histoire. Tu vois ce que je veux dire? ah Et ça se mais trouve, je j'ai peux déjà pas. été aussi, j'ai déjà subi ce truc-là. Peut-être ça m'a moins marqué ou j'en sais rien, mais c'est sûr et certain que je l'ai déjà vu, j'ai déjà entendu, c'est sûr, parce que c'est banal dans une classe, en fait. Ouais, exactement. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça. Donc tout ça pour dire que littéraire, bac L, et je voulais être journaliste ou prof de français. Moi, je suis allée dans les lettres directes et je commence ma fac de lettres modernes en mode, bon, je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça, mais globalement, je m'oriente vers, pour le coup, être enseignante et aller vers, voilà, vers la littérature, tout ça. Et alors, dégoûtée de la fac. Mais je suis restée 4 ou 5 semaines, je crois. Genre, vraiment, mais dégoûtée. Ça, je l'ai très, très mal vécu. Et moi aussi, du coup, j'ai eu cette phase de, ben, ouais, mais en fait, je me suis toujours un peu projetée là-dedans, dans cette voie-là. Si j'arrête et que je fais pas cette fac de lettres, je n'ai aucune idée. Enfin, je n'ai pas d'autre option, en fait, je sais pas quoi faire. Et donc, je me souviens de cette fameuse crise existentielle où, je chope ma mère un soir et je lui dis, maman, ça va pas du tout. Et donc là, angoisse, je me mets à pleurer et tout, enfin, vraiment un cri de pleurs, de sanglots et tout. Et je lui dis, en parallèle, j'avais passé mon BAFA pendant l'été. Donc, je venais d'avoir mon bac, je passe mon BAFA et je commence à gagner mes premiers 1 500 € en bossant 3 semaines en mois. Et là, et j'ai eu un gros coup de cœur pour l'animation, le fait de m'occuper des enfants. C'était pas je voulais être dans le professorat, donc il y avait quand même du lien avec ce que je voulais faire. Mais c'était pas du tout la voie un peu, pas élitiste, tu vois, mais le côté, je vais être professeur ou journaliste ou quoi, c'était pas la carrière du tout à laquelle j'aspirais. Donc, première crise existentielle à ce moment-là. Et j'ai toujours eu une maman avec des bêtes de réponses. Mais vraiment, j'ai des moments comme ça où je me dis, enfin, même là pour mon expatriation et tout, euh, donc là, en l'occurrence, à ce moment-là, elle me dit, mais pas de souci, mais viens, on va réfléchir, qu'est-ce que tu peux faire d'autre et tout. Elle m'a moi-même fait mon introspection et tout. Elle a été hyper bienveillante et donc j'ai arrêté alors, j'ai essayé de poursuivre à distance. C'était un peu l'ultimatum qu'elle me mettait. C'était, ok, ça te plaît pas, mais par contre, ouais, essaie quand même de persévérer un peu à distance et ok, tu bosses à côté avec les enfants. J'ai fait ça. Je lui ai dit que j'avais fait ça. Maman, si t'écoutes ce podcast, j'ai jamais suivi les cours. T'es payé pour rien, le CNED, tout ça, désolé. T'as fait payer à ta mère le CNED pour rien. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui payais avec l'argent que je me faisais Ah, dans l'animation. ah, Ouais, ça ouais. va, c'est bon, c'est ton argent, toi, t'es Mais parti à la fête, ça va. mais je suis même pas allée à tous les partiels et tout. Ouais, non, ça, elle le sait pas. Non, Bon, mais ça bref, montre bien que c'était pas ce que tu voulais. Mais au moins, tu vois, justement, elle t'a donné l'opportunité de mettre tes œufs dans différents paniers. ouais, ouais, carrément. Et je sais pas quand est-ce qu'on va revenir et qu'on pourra échanger là sur comment je me suis expatriée, tout ça. Mais quand je me dis que On peut faire ce pont-là maintenant. Je pense que là, on est super, parti sur un sujet qui n'était pas du tout prévu. Mais carrément, ouais. explique-nous ton expatriation et pourquoi aujourd'hui tu vis au Salvador. Je trouve ça trop intéressant. Je veux Qu'est-ce trop qui s'est savoir. passé? Ouais, là, effectivement, je vais parler de séparation amoureuse parce que le point de départ, il est là. Ok. Pour être très transparente. Donc, pendant 6 ans, j'ai été avec mon ex-compagnon et je pense que pendant les 6 années, je lui parlais de voyage. Moi, j'ai toujours été très attirée par l'Amérique latine. J'avais ma meilleure amie, du coup, spoiler alert, qui habite ici, au Salvador, qui a toujours voyagé, qui vient de Guyane. Donc, j'ai toujours eu cet appel du voyage et que j'ai jamais trop exaucé, entre guillemets, que j'ai jamais trop accompli parce que, bah voilà, je m'étais mis, bon, après, dans mon quotidien, dans l'animation, etc. Après, dans l'entrepreneuriat et aussi dans cette relation. Et en fait, donc oui, j'ai bougé dans les pays un peu en Europe, j'ai fait quelques voyages, je suis allée en Norvège, en Italie, j'ai un peu bougé et tout, mais j'étais tellement attirée par l'Amérique latine, aussi la Thaïlande, Bali, tout ça, ça m'a plu pas mal. Mais en fait, euh,
je vais pas dire que c'est la faute de mon ex parce que j'ai pas envie de mettre la responsabilité là-dessus, mais ce couple m'a enfermée un peu dans une routine et en fait, on n'a jamais trop voyagé, donc encore une fois, c'est pas de sa faute. Mais moi, je faisais que lui dire, mais quitte ton job, viens, on lance un business tous les deux, enfin, viens, on fasse aussi dans l'entrepreneuriat, ou viens, on fait des saisons. Après, j'avais cet appel du voyage qui venait, mais de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et lui, ben, il était un peu enfermé dans un taf, dans une mairie, il était enfermé aussi dans certaines choses et tout. Bref, on n'a jamais bougé et j'ai jamais écouté mon but de partir en Amérique. La vie a fait que nous nous sommes séparés parce que j'avais envie de liberté. On en revient toujours à cette thématique-là. Donc, on s'est séparés l'année dernière et quelques semaines après, je prenais mon billet d'avion. Alors que pas trop d'argent sur le compte, pas trop de plans, tout ça, mais ouais, j'avais cet élan de prendre mon billet d'avion et euh, et Petite du coup j'avais question. un À ce ouais moment-là, tu avais déjà déménagé, redéménagé au bord de la mer quand ouais t'as... Ouais. ouais effectivement. Bon, je rentre pas dans tous les détails parce que C'est j'ai pas sûr, mal mais c'est en fait ce j'ai pas que, mal au final, bougé. ton voyage, j'ai un peu l'impression que cette phase un peu d'expatriation, pour moi qui t'ai suivi en tant que communauté, j'ai un peu Ouais. l'impression que tu as commencé à t'expatrier à partir du moment où tu as décidé de retourner vivre à un endroit qui t'apportait beaucoup plus de bonheur, même avant de changer de pays, tu vois. Et un peu comme si ça avait été une suite logique après, tu vois. C'est pour ça que je Mhm. reviens là-dessus. C'est juste pour ça. Bah alors pas vraiment parce que moi ce voyage je projetais vraiment de partir 3 mois et de revenir vivre dans les Landes du coup mais effectivement ça a été un premier pas dans la liberté dans moi de toute façon je voulais vivre au bord de l'océan etc. Et donc en fait ça a commencé après le Covid, donc on était toujours ensemble avec mon ex-compagnon et je lui dis je n'en peux plus de la ville. Moi, je habite à Toulouse, je n'en peux plus. J'ai toujours envie de vivre vers Osgore, etc. Je me suis toujours dit plus tard j'aurai ma maison là-bas. Sauf que plus tard, non, merde, bon, t'as ton activité. Euh, Enfin, vraiment, enfin, j'étais en train de lancer mon activité, ouais, j'avais le chômage à ce moment-là. Et je me suis barrée vivre toute seule dans les Landes. Ça a été le premier pas vers je m'écoute, j'ai envie de vivre au bord de l'océan. Lui m'a pas suivi, donc on a entamé une relation à distance. Bon, la vie a fait que le chômage s'est arrêté, j'ai galéré à vivre de mon activité et tout, donc je suis retournée, entre autres, il y a eu d'autres facteurs, mais en gros, je suis revenue vivre 1 an après sur Toulouse. Un peu moins d'un an, ça a été l'angoisse totale. En fait, je me rendais compte que j'étais vraiment plus épanouie en ville. Euh, et donc, je suis repartie. Ça a été des années de déménagement. Et je suis repartie vivre effectivement en septembre, ouais, de l'année dernière. Et donc, en fait, pour faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, les 3 mois avant, je vivais de mon activité, mais c'était pas encore hyper stabilisé. Et je me suis mis dans un espèce de mindset, c'est pour ça que je parlais de détermination et persévérance. Je me suis pas laissé le choix, en fait. Et à ce moment-là, donc, j'avais plus le chômage. J'ai pris 2 tafs à temps partiel, donc je faisais du ménage chez les gens, quelques heures par-ci par-là, et je gardais des enfants. Ça a été un peu, je remets le pied dans le salariat parce que, en fait, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix et en fait, Je j'ai plus le choix. connais. Voilà. Je sais, et j'ai aussi envie de parler de ça, de légal, mais c'est pas grave, en fait. Il y a tout un, j'en parle aussi de plus en plus sur ça, je vois des entrepreneuses, la boule au ventre de retourner dans le salariat et tout, mais c'est ok, en fait. Et ça veut pas dire que ton business va jamais marcher, que tu vas jamais t'épanouir dans l'entrepreneuriat. Ça veut juste dire, je me sécurise à un moment donné, financièrement, sur d'autres plans et tout. Euh, je, je mets un pied dans le salariat pour avoir une certaine sécurité. La différence, et moi ce que je partage beaucoup, c'est que bah, il faut quand même savoir où on va. Moi, je me suis dit, je décide que ça dure que 3 mois en fait. Donc, je m'étais dit, je reprends ça pendant 3 mois et à la fin de l'été, en septembre, je retourne vivre dans mon home. Je vis de mon activité, j'ai 2000 € minimum de chiffre d'affaires, c'est un non négociable. Et je me suis mis dans ce mindset, donc j'allais faire du ménage chez les gens, mais c'était en mode, mais mindset, mais de ouf. Enfin, vraiment, j'étais en train de balayer, de faire, bref, du ménage pour des gens. Donc, j'en prenais un peu un coup pour mon ego dans le sens où moi, je me voyais déjà comme la chef d'entreprise qui a réussi et tout, alors que, bah non, c'était pas le cas.
Et du coup, je me retrouvais à faire du ménage chez les gens, mais j'ai tourné le truc vraiment en mode positif. Je vais utiliser tous ces moments, toutes ces heures où je suis rémunérée pour faire du ménage. Bon, pour garder les enfants, c'est un peu compliqué. Mais pour toutes ces heures où je fais du ménage, je vais me construire un mindset en béton armé. Et je me suis mis à balle d'épisodes de podcast, mais vraiment, j'ai bouffé des épisodes et des épisodes. J'ai travaillé ma relation à l'argent pendant que je récurais des chiottes. Enfin, vraiment, C'est quand j'y incroyable ce repense que tu comme ça, racontes. C'est trop ouais, stylé. Ça, c'est une vraie, comment dire, je trouve que c'est ça qu'on a envie d'entendre en fait maintenant, tu vois. En ouais, les 2023, on a gars, envie les d'entendre gars. ces genres-là d'anecdotes pour montrer que quand tu te fais un putain de mindset, ça se passe Mm, pas au bord de la plage avec un cocktail dans la main mm, et que ça te tombe du ciel en fait. C'est pas comme ça que mm. ça marche. Et du coup, Ouais. c'est trop bien que tu dis ça et je trouve ça génial. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis contente maintenant avec le recul d'en parler comme ça en mode putain, c'est vrai que bien joué meuf, tu vois, genre t'y as cru. Mais c'était dur, hein. Enfin, je pleurais le soir parce que j'arrivais quand même pas à... Moi, ce qui m'a toujours angoissée, c'était de pas être indépendante financièrement. Parce que en soi, ça allait, j'avais quand même de l'argent qui rentrait, du coup, j'avais ces deux petits jobs là et tout. Mais en fait, je voyais mon mec qui payait quand même une bonne partie du loyer, qui payait les courses. J'arrivais pas à me sortir, voilà, l'argent que j'aurais aimé sortir pour être vraiment indépendante, au moins à 50% dans les charges, tu vois. Et ça, je sais que ça m'a énormément fait culpabiliser. Et genre, donc oui, je me construisais un mindset de ouf et j'étais vraiment connectée à ce pourquoi d'indépendance financière, d'à la fin, je vais pouvoir redéménager dans un cadre de vie qui vraiment priorise mon bien-être et voilà, où je me sens bien. Mais ouais, je suis passée par au moins 3 mois. Donc, je gardais des enfants aussi et je me disais, le moment où tu gardes des enfants, c'est le moment où tu reconnectes justement, ben, à ce côté enfant intérieur et tout. Tu fais autre chose, tu penses à autre chose que ton business. C'est comme ça qu'après, tu vas être encore plus créative et tout. Je m'étais mis mais vraiment dans un mindset de ouf. Et mon business a décollé à ce moment-là. Et j'ai fait en plein été. Donc, ma spécialité, j'étais naturopathe, donc j'étais spécialisée en nutrition. Je travaillais autour de la perte de poids et des troubles du comportement alimentaire. Donc souvent, et la croyance que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est bah ouais, mais c'est l'été, du coup les gens seront beaucoup moins accompagnés, le business marche beaucoup moins. Et d'autant plus, moi j'avais cette croyance-là autour de la perte de poids, genre l'été, tu te dis mais genre les gens ont pas du tout envie de perdre du poids, de travailler sur eux et tout l'été, on est en mode barbecue, apéro et tout, vacances. Mais j'ai explosé cette croyance et j'ai fait mes premiers 2 500 € de chiffre d'affaires en juillet, août. Et là, je me suis dit, OK, là, le mindset est en train de tout changer. Parce qu'en soi, dans les actions, dans le business, j'avais mon programme, j'avais pas changé grand-chose, en fait. Dans les actions, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Par contre, à l'intérieur de moi, il y avait une chef d'entreprise qui faisait déjà, voilà, c'est minimum 2 000, 2 500 par mois. Et ça a marché. Donc, on en venait à mon expatriation. Je savais que ça allait être long, cette partie. Non, mais c'est très bien parce que tu fais un parallèle et c'est vraiment les sujets que je voulais aborder avec toi. Donc, en fait, c'est trop bien. Et je pense que tout ce que tu racontes, enfin, moi, ça, je trouve ça trop bien. Ça résonne beaucoup avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. Du coup, je me dis, Mm. OK, alors si mon tel, elle est genre plus 20% de là où j'en suis, j'apprécie. Mm. Donc, en fait, je trouve ça Ouais. vraiment cool ce que tu partages. Vraiment, c'est trop bien. Et ça fait un beau parallèle et aussi montrer qu'on n'est pas que business, on est autre chose. Et en fait, nos choix de vie, parce que tu vas parler de ton expatriation, qui est un choix de vie personnel, a un lien, en fait, avec ton évolution entrepreneuriale. Ouais, complètement. Effectivement, ouais, je suis retournée vivre dans les Landes. Je vis de mon activité, best life. Je me mets en coloc dans une bête de maison. Je vis ma meilleure vie. Donc, c'est là où la relation commence à être compliquée avec mon ex-compagnon et où on se sépare, clairement. Et quelques semaines après, donc, je prends ce billet d'avion pour l'Amérique latine parce que j'avais ma meilleure amie, du coup, qui s'était installée au Salvador. Et donc, moi, je m'étais dit, je vais me faire un petit trip au Mexique, ensuite Guatemala, tout ça, des petits pays qui m'appellent un petit peu, et j'irai la voir. Écoutez bien, c'est important pour la suite de l'histoire. J'irai la voir 2 semaines. Je me vois pas rester plus. Je vais l'avoir 2 semaines et après, je continue mon périple. Je fais au feeling, selon comment je me sens et tout, mais j'avais d'autres pays en tête, genre Nicaragua, Costa Rica, tout ça. Comment vous dire que ça s'est pas passé comme prévu?
Donc ça, c'était le plan initial. Donc effectivement, je m'étais dit, je pars 3 mois, mais je me sentais trop bien dans cette maison dans les Landes. J'avais des projets de faire des séjours bien-être, enfin, de me développer aussi en présentiel dans ce coin de France qui pour moi est le paradis, mon endroit préféré, ma région préférée en France. Donc je me projetais sur revenir. Et donc du coup je pars. Finalement, une de mes meilleures potes part avec moi pendant un mois. Donc moi j'avais pris un billet aller-retour 3 mois sur 3 mois et demi. Elle prend un billet d'un mois. Elle voulait faire le Mexique avec moi aussi. Donc ok, très bien. Moi j'étais partie dans l'optique de j'y vais toute seule. Et au final elle se rajoute à l'équation, mais je me dis bon bah c'est pas plus mal, ça va être kiffant, ça va me faire. Moi j'avais très peur de m'enfermer dans le boulot et de pas vraiment profiter du voyage, vu que j'avais ok mon business qui marchait, mais il fallait quand même que je fasse mon chiffre d'affaires tous les mois. J'avais gardé mon loyer, donc mon logement dans les Landes qui était super cher, donc j'avais quand même tout ça à assumer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je vous dis que rien ne s'est passé comme prévu, dès le premier jour, le premier avion pour partir n'est jamais parti. Ah oui, Il est ça, je me jamais souviens parti. de tout le périple. Ah bah alors là, mais autant j'ai une chance inouïe sur tout, autant les aéroports, les avions, tout ça, mais les gars, mais vous n'allez pas croire tout ce qui s'est passé, genre vraiment, j'ai joué de malchance et en même temps, enfin je sais pas, il y avait un message de l'univers sur les avions. Bon bref, au final l'avion avait pris la foudre avant, c'était dangereux et tout, bref, il n'est jamais parti. On a perdu toutes nos correspondances, tous les avions après, et on a dû repayer un billet de 700 balles. Plus nuit d'hôtel et tout. Enfin, bref, ça nous mettait dans un mood pas cool, pas cool, pas cool pour commencer. Mais j'étais tellement déterre pour ce voyage que je me dis, c'est pas grave, j'arriverai à faire de l'argent et tout. Je commence du coup à me lancer dans la numérologie pendant ce voyage-là. Alors j'étais formée, mais du coup je décide de lancer des thèmes en numérologie et tout, et ça cartonne, donc tout va bien. On passe un petit mois un peu plus au Mexique, on fait quelques jours au Guatemala et tout. Du coup, j'étais très contente de partir avec ma meilleure pote parce que je me suis mis beaucoup dans le boulot et elle me faisait un peu reconnecter au côté, on est là pour le voyage, on est là pour visiter, pour kiffer et tout aussi, donc c'était très bien parce que, enfin, tout s'est très bien aligné parce qu'au final, je pense que je serais partie seule. Ouais, j'aurais eu un peu, enfin, ça aurait fait encore plus grosse sortie de zone de confort, ça aurait été très différent. Mais je pense que ouais, il y aurait quand même eu le côté je me mets à fond dans le business et je visite pas comme j'aimerais, etc. Du coup, on passe un mois de kiff au Mexique, mi-kiff, mi-taf et je commence en fait à toucher un peu à la vie de digital nomade et tout en mode waouh, genre mon business me permet de voyager, me permet de ouais, je bosse le matin mais après l'après-midi on va visiter une île, on va se baigner, on va visiter, on se fait des restos et tout. Donc même si financièrement c'était quand même très compliqué parce que j'avais 600 euros de loyer, j'avais mon crédit voiture et tout, enfin j'avais au moins 1000 euros à sortir juste pour la France. Donc c'était voilà, je roulais pas sur l'or non plus, mais j'avais cette liberté de me dire waouh, tu voyages et tu peux travailler en même temps et tout, c'est trop cool. On passe quelques jours au Guatemala, tout ça, tout ça. On arrive au Salvador, donc là où était là où est ma meilleure amie. On était censé rester 2 semaines. Ma meilleure pote après repartait en France et moi, je voyais ce que je faisais un petit peu, j'avais pas de temps. Premier soir au Salvador, je me sens extrêmement bien, donc je retrouve je suis avec mes deux meilleures potes dans un pays d'Amérique latine. Je pense que vous pouvez imaginer le kiff que c'est. Elle, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue, donc je me sens trop bien. Et le lendemain, mais il faisait nuit quand je suis arrivée, c'est ça que je voulais préciser, donc je vois pas trop encore les environs et tout. Le lendemain, on se réveille super tôt et tout, on va prendre un petit café sur la plage, on va se baigner, louer à 29 degrés. Enfin, vraiment, on dirait qu'on est sur une île, quoi. Le Salvador, c'est un tout petit pays. Pour ceux qui ont la rêve, ça fait un peu Jurassic Park, dans le sens où c'est un peu la montagne, en même temps l'île avec les palmiers et tout, et il fait 35 degrés tout le temps. Genre, c'est vraiment moi je l'appelle mon petit paradis, c'est vraiment ça, t'as l'impression d'être sur une île, c'est pas une île, mais t'as l'impression. Et donc, je découvre cette plage merveilleuse qui a de l'importance pour la suite de l'histoire également. Je sens qu'on va Et parler d'un mec. effectivement. Euh, et je me suis mise à pleurer. Et les deux, trois matins qui ont suivi, on se lève à 5 heures et quelques, mais hyper naturellement. Ici, on est vraiment avec le rythme du soleil, donc on se couche très très tôt. Et on se réveille avec le soleil, petit lever de soleil sur la plage, je suis avec ma meilleure pote.
Les gens sont adorables. Quand on me demande pourquoi je me suis expatriée, je dis toujours pour les Salvadoriens. Genre vraiment, ils sont d'une gentillesse. Chaque personne que tu vas croiser va te dire bonjour, comment tu vas et que les vaya bien. Donc ça veut dire ok, bah passe une bonne journée, que t'ailles bien, prends soin de toi, ce que tu veux. Il y a plein de traductions. Mais bref, donc c'est toute une vibe et je me suis mise à pleurer pendant 3 jours de bonheur. Genre vraiment, je pleurais de joie. Et j'avais mes deux meilleures potes et je leur disais pardon de dire ça à chaque fois, mais je suis trop bien, je suis trop heureuse et tout. Et j'étais là, j'ai tout en fait. Je me sens bien sur tous les plans. Et je commence à me dire, oula, je pense que je vais rester un peu plus que 2 semaines. On parle beaucoup avec ma meilleure amie. Je me rends compte, je commence à imaginer ce que pourrait être ma vie ici, que je pourrais être à ses côtés, être à la plage tous les jours et tout. Et je suis vraiment en mode en train d'imaginer. J'avais l'impression d'avoir déjà une vie de kiff dans les Landes, et c'était le cas. Mais là, je me dis, waouh, t'as la même chose, mais en maillot toute l'année, dans une vibe ouais, Et c'est pas le tropicale un même peu. coup de Genre. vie, non, en Ah plus. ouais. Et en plus, voilà, quand merci, tu vas sur ce que je voulais dire. Je discute beaucoup avec ma meilleure amie et en fait, le montant de la maison qui payait, donc le loyer qui payait, c'était donc avec maison, chambre et tout, pas au bord de la plage, mais à 5 minutes, tu vois. C'est le montant de moi ce que je payais ma chambre en coloc, euh, sans toutes les charges qu'il y avait à côté. Donc très vite dans ma tête, je me dis putain mais le coût de vie quand même, il est 30% moins cher, donc même moins cher. Putain du kiff et tout. Donc je commence à réfléchir et tout. J'étais toujours en contact avec mon ex, on a gardé beaucoup de liens et tout, et je lui dis que bah, je veux pas revenir en fait. Voilà, j'avais encore des affaires chez lui, c'est lui qui s'occupait de ma voiture et tout, c'est pour ça que je précise ça. Et on est resté en très bon terme, en très bon contact aussi. Donc, c'est une des personnes qui restera les plus importantes de ma vie, donc c'est une des premières personnes avec qui j'en ai parlé. Et je lui dis, je pense que je vais même pas faire les autres pays. Et en fait, je pense que je vais revenir ici en France, vendre mes affaires, je peux vendre ma voiture. Et donc, ouais, je lui dis, enfin, je pense pas revenir habiter en France. Mais en fait, la décision, je l'ai prise, enfin, la première fois où je me suis mise à pleurer de joie et tout, je pense que là, c'était déjà acté dans ma tête. C'est clairement acté. Il y avait, voilà, le coût de la vie, la liberté, ma meilleure pote qui était là, la gentillesse des gens, le climat, tout. Enfin, moi, il y a toujours un truc qui m'a drivé, c'est le soleil. J'ai un soleil de tatoué. Mon entreprise s'appelle Sony Coaching. J'ai toujours voulu vivre au soleil. Donc, ça, voilà, je pense que la décision, dans les 2, 3 jours qui ont suivi, elle était actée. Pour refaire le parallèle avec, j'ai toujours été bien entourée. J'appelle ma mère en visio. J'ai un peu tardé hein, à lui dire, mais j'appelle ma mère en visio et je lui dis, je lui explique. Je dis maman, je vais vivre à 10 000 kilomètres de toi, voilà. Bah, désolée, mais c'est la vie que j'ai envie de mener. Je me suis jamais sentie aussi heureuse et tout. Donc sur le coup, un peu en mode ah bon, ah d'accord et tout, ok, un peu surprise et tout. On raccroche et elle m'envoie un message qui m'a fait fondre en larmes. Je l'avais partagé en story parce que j'avais dit, je pense qu'on aimerait tous avoir, quand on veut suivre son rêve, un objectif et tout, un projet, je pense qu'on aimerait tous ça de la part d'un parent, tout ce message-là. Et en gros, le message c'était tant que t'es heureuse, ma fille, euh, voilà, moi je suis la plus heureuse du monde et tout. Donc ouais, j'ai toujours eu cette confiance en la vie et des personnes qui ont appuyé, tu vois, quand même. Enfin, c'est pas un hasard si ma meilleure amie vivait ici, tu vois, ça m'a permis enfin, de découvrir ce pays. Donc il y a pas de hasard et j'ai toujours voilà ces personnes qui m'ont permis aussi de m'épanouir. Est-ce que je vous raconte le retour en France? Non, je vais vous raconter avant mon coup de foudre. Donc je précise que j'avais déjà pris la décision de m'expatrier. Souvent on me dit mais t'es partie pour un mec et tout. Pas du tout. J'avais pris la décision de m'expatrier. Donc, comme j'ai dit, dans les 3 premiers jours, j'avais pris cette décision-là. Mais je réfléchissais encore, est-ce que je reviens 6 mois en France? Je savais pas trop. Je voulais quand même bien terminer en France. J'étais pas au clair sur quand est-ce que je reviens m'expatrier encore. Mais cette décision était actée. Pendant un mois, sur cette fameuse plage de paradis, qui s'appelle Palmarcito, je croise un pote, du coup, de ma meilleure amie, qui tient un café sur la plage et qui donne des cours de surf. Mais est-ce que je vais rentrer dans le... T'as le temps pour que je te raconte les détails de ce coup de Je foudre? sais pas. Alors, franchement, peut-être l'épisode, il va finir en 2 parties. C'est bon, ça y est, j'annonce l'épisode de parties. Et Ok. est-ce que ça serait pas le moment où justement on coupe la suite
la semaine prochaine. Waouh, parce que là, il y a gros teasing, les gars, hein. Il y a mon retour en France avec les galères d'avion, le coup de foudre, mon installation ici, le monde de l'entrepreneuriat. Après, j'ai énormément de choses à dire. Effectivement, la deuxième partie, elle est pépite. C'est un sacré teasing. Bravo, Flo. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième Ah, partie de l'épisode avec Montaigne. waouh. Alors, comme tu l'as compris, on se retrouve lundi prochain pour la partie 2 avec Montaigne. Mais si avant ça, tu as envie d'aller découvrir son univers, peut-être même discuter avec elle, découvrir un petit peu tout ce qu'elle peut proposer et ce qu'elle partage sur son compte Instagram, n'hésite surtout pas à aller la retrouver sur son compte Montaigne Sunny Coaching. Et bien sûr, je te mets toutes les infos dans les descriptions de cet épisode. Petite info avant de te laisser pour cette semaine, exceptionnellement, je vais sortir un épisode un peu spécial, un peu hors série. J'ai un petit peu imaginé comment j'avais envie de continuer le format racontage de life, journal de bord. Je ne sais pas trop encore comment je vais appeler cette série. Donc ça va être un petit peu un podcast dans le podcast. Et ça va sortir exceptionnellement dans les prochains jours et pas un lundi. Après, normalement, ça sortira un lundi comme les autres épisodes de podcast. Voilà, ça c'est vraiment parce que avec Montaigne, on a tellement discuté que ça ne pouvait pas rentrer que dans un seul épisode et que je n'avais pas envie, en toute transparence, de décaler tout mon calendrier éditorial. Voilà, simplement. Donc je te dis à très vite pour cet épisode hors série et sinon, si ça ne t'intéresse pas, à lundi prochain pour la suite de l'épisode avec Montaigne. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.